Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Burkina Faso, relations Chine-Afrique, État islamique par M. Bandakani, Cameroun et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec le Burkina Faso. Intervention du Premier ministre Isaac Zida sur la radio burkinabé. Surpris de l'attitude de ces deux individus-là qui nous pensions, en tout cas il n'y a pas très longtemps, que c'était des citoyens qui aimaient leur pays. Mais quand on voit les propos qui sont tenus... Donc pour vous là-bas, est authentique? Non, elle est authentique, il n'y a pas de débat. Moi je ne discute pas sur ces questions-là. Il ne faut pas douter de l'intelligence du peuple burkinabé. Tous ceux qui ont pu écouter ça, qu'elle est authentique, à moins d'être de mauvaise foi. Donc je veux dire que si vous vous engagez à faire venir des forces étrangères pour brûler votre pays, parce que vous rêvez du pouvoir, ça veut dire qu'il y a un problème. On peut vouloir le pouvoir, on peut avoir des ambitions, mais je pense que quelles que soient ces ambitions, l'intérêt national, l'intérêt du pays doit passer avant. Voilà, donc vraiment je suis surpris. Je les connais tous les deux, très bien d'ailleurs, et vraiment je suis très déçu. Le général Guy Bassolé avait prévenu, vous avez mis en garde, il avait dit sur les antennes de médias audiovisuels internationaux, je mets en garde ceux qui tenteraient d'exclure certains Burkinabés de la compétition électorale. Oui, mais ça c'est une ambition démesurée, parce qu'à un moment il faut, comme je l'ai dit, s'arrêter et s'interroger. J'ai mon ambition, je veux être président de Faso, mais est-ce que ça a quel prix? Il faut brûler la moitié du pays pour être président sur l'autre moitié qui reste. Je pense que quand même il y a une limite à ne pas franchir, quoi. Je pense qu'il faut savoir raison garder, quelle que soit l'ambition qu'on a. Je pense que nos pays, nos peuples c'est sacré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas compromettre la vie des uns et des autres parce que tout simplement tu vas être président de façon. Donc ça ne va pas vraiment entre vous et Guillaume Soro. Il avait posé la question, il y a On dit qu'il vous a invité à Lomé, vous n'êtes pas allé. de les rencontrer. Non, bon, je pense que nous étions amis jusqu'à une certaine date, c'est vrai. Et quand je suis sorti de la prison, j'ai demandé à Guillaume Soro pourquoi il n'avait pas condamné le coup d'État. Je ne comprenais pas. Et il m'a dit non, bon, vraiment, il n'y avait pas pensé, mais bon, comme je l'ai dit, il est prêt à condamner le coup d'État. Il m'a même demandé un texte. Texte que j'ai fait, je l'ai rédigé dans mon bureau, je l'ai envoyé le texte par mail. Le lendemain, quand j'ai vu qu'il n'avait pas encore condamné le coup d'État, il m'a dit non, voilà, lui il a montré le texte au président Alassane. Le président Alassane ne veut pas qu'il condamne le coup d'État. Il a dit non, de laisser que c'est une affaire entre Burkinabé. Je lui ai dit, mon ami, tu sais, ces gens-là qui sont enfermés dans le camp Navakom, ils sont finis. C'est pas la peine. Donc, tu as intérêt à condamner le coup d'État avant que ce ne soit trop tard. Sinon, je suis désolé, mais on ne pourra pas te tirer d'affaire parce que nous avons suffisamment d'éléments qui prouvent ton implication. En ce moment, vous saviez déjà ce qui s'est passé. Mais bien sûr, je savais. Et vous lui demandiez quand même de condamner le coup d'État. Vous vouliez les tester en fait. Non, il ne m'a pas pour voir sa réaction, non. Vous savez, je pense que tout le monde peut faire une erreur. Oui, je pense que tout le monde peut faire une erreur et que... C'est suffisamment grave. Hein. Oui, c'est suffisamment grave. Parce qu'il dit de tuer Salif Diallo. Même moi-même, j'ai dit de me tuer. Mais on n'a pas entendu ça. Il y avait ça. Bah, dans la partie qui est publique là, il n'y a pas le nom de Yacouba Isaac Zida. Ah non, vous n'étiez pas visé. non, vous n'avez peut-être pas écouté parce qu'il a dit de viser des cibles fortes, surtout le PM. Oui, c'est vrai, effectivement. Il a dit le PM. Ah, peut-être le premier ministère comme institut. Non. En tout cas, Vous voulez comprendre ce que vous voulez, mais non, écoutez... c'est votre personne qui était visée. Oui, bien sûr, c'est ma personne qui était visée. Mais ça, monsieur le Ce n'est pas président. grave, il a le droit de viser ma personne s'il pense qu'à un moment, bon, ça peut... Qu'est-ce qu'il peut gagner? Mais ce qui est important pour moi, c'est que je toujours tenté de raisonner, quel que soit le niveau d'échéance que vous avez atteint. De mon point de vue, on peut toujours tenter de récupérer les gens. Mais à un moment, quand je me suis rendu compte que vraiment il y avait un entêtement, je l'ai dit clairement, mon cher ami, tu as fait un mauvais choix et ce choix va être fatal. Tout de suite, relations Chine-Afrique.
Lors d'un banquet de bienvenue, le dirigeant chinois a expliqué que des expériences communes et une aspiration partagée pour le développement commun ont créé une affinité naturelle entre les Chinois et les Africains. Il a répété qu'il appartient aux deux parties de maintenir et d'approfondir leur amitié de longue date. Il a souligné que les populations chinoises et africaines cherchent à réaliser leurs rêves respectifs et que de part et d'autre, les stratégies de développement sont très compatibles. Xi Jinping a ajouté que les deux parties possèdent les besoins et les ressources pour étendre la coopération pour un développement commun. Quant au président sud-africain Jacob Zuma, il s'est également exprimé lors de l'événement. Il a exhorté les dirigeants présents à réaliser des efforts concertés dans l'objectif de consolider la fondation permettant une meilleure future coopération. Tout de suite, EI par M. Bandakani. Je termine par là. Il y a un professeur d'université au Cameroun que je salue en passant. Il est même secrétaire général d'une université, professeur Paul Pondy, Emmanuel Pondy. On se plaint en Afrique comme un peu l'intellectuel. Voilà un. Il a fait une sortie dans une radio qu'il n'aime pas beaucoup. Bon. RFI. Il a fait une sortie où il dit que comment est-ce que des gens qui maîtrisent la diplomatie internationale peuvent appeler un groupe terroriste État islamique. Il dit qu'en diplomatie, le mot État est codifié. Il n'est pas attribué à n'importe qui. On n'a pas à apprendre ça à des rompus de la diplomatie internationale comme les États, comme la France, les pays occidentaux. Il a dit sur RFI, il dit que mais comment ce qu'on fait là, c'est très grave, c'est pas diplomatique. On ne peut pas appeler un groupe terroriste État islamique. Il était en train de poser un problème que l'on dit aussi depuis l'Afrique médiane. Oui, on est en train de vouloir faire de l'État islamique un État. Et il y a, je le dis ici, il y a un diplomate jordanien, ministre des Affaires étrangères de la Jordanie, qui a commencé à dire que mais ils sont armés. Comment on a fait en Côte d'Ivoire? Ils sont armés. Il faut que l'ONU le reconnaisse. Et puis comment on a fait avec le Soudan? Donc, on est en train d'aller dans une situation qui est très grave. Il faut que les Africains se réveillent. Nous saluons cette sortie du professeur Emmanuel Pondy et nous demandons, nous exhortons, nous pensons, nous croyons que avec cet événement qui se passe dans le monde, même les plus idiots du monde sont désormais avertis. Tout de suite, actualité au Cameroun. Le calvaire est terminé pour ces villageois. Ils seraient 900 à avoir été libérés des mains de Boko Haram. L'opération menée à la frontière nigériane aurait fait une centaine de victimes dans les rangs djihadistes. Aladji Gana, l'un des hommes les plus recherchés du pays, en ferait partie. Parmi les ennemis neutralisés, on compte notamment le nommé Aladji Gana, présenté comme le chef des opérations de Boko Haram dans la zone et qui aurait été aux commandes de plusieurs attaques menées contre notre territoire. Cette libération massive a fait les gros titres. Elle est à mettre au crédit de la coalition régionale qui combat les terroristes. Depuis que cette force a été mise sur pied, Boko Haram va de moins en moins à ses opérations militaires comme elle s'est donnée en attaquant des bases. Aujourd'hui, elle en est réduite à des actions désespérées. 560 soldats, 60 véhicules blindés et un appui aérien. Jamais le pays n'avait employé autant de moyens contre Boko Haram. Ils sont plus de 1400 otages de Boko Haram, selon des sources libérées par les forces armées nigérianes et la force mixte multinationale en coalition le long de la frontière camerounaise. Ils ont pilonné la position du groupe terroriste dans la partie nigériane. Cette unité installée à Mora officiellement depuis le 16 septembre 2015 par le général Issa Aliya Abba, coordonnateur général de cette force mixte, en installant le général commandant le premier secteur, Bouba Dobekreyo, est déterminé à en découdre avec le groupe terroriste à bord de 5 camions transitant par l'extrême nord du Cameroun. Les otages ont été reçus par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, qui a pris toutes les dispositions nécessaires, logistiques, humanitaires et sécuritaires, afin de les acheminer à la frontière nigériane du côté de la partie non dangereuse. Le gouverneur de la région de l'extrême nord reste déterminé et salue la vaillance et bravoure des soldats aux côtés des pouvoirs publics et invite également les populations à plus de vigilance
et de collaboration. Ils ont reçu des palettes d'eau, du pain, de la sardine, du jus, du lait en poudre et concentré. La majorité des otages sont des enfants, des vieillards et des femmes accompagnés par les éléments de la 42e bataillon d'infanterie motorisée basé à Mora. Et pour finir, actualité en France. Aujourd'hui, les Syriens n'ont pas le droit à l'aide mondiale, à l'aide de l'Organisation des Nations Unies, par choix politique, par décision politique de certaines puissances. Et ça, c'est tout à fait scandaleux. Et c'est la fierté des SOS Chrétiens d'Orient d'être venu, dès 2013, intervenir en Syrie, alors que tout le monde, la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères comprise, nous interdisait presque de montrer qu'on pouvait intervenir pour aider les chrétiens d'Orient là-bas, les chrétiens syriens. Et je pense qu'ils nous en sont reconnaissants. Et surtout, ça a été le baptême de l'association, son œuvre fondamentale. Dernière édition de notre journal avant le premier tour des élections régionale, cette semaine a été marquée par une vaste offensive contre le Front National et contre l'abstention. Expulsée parce que voisine de la jungle de Calais par la municipalité de la ville en plus, cette habitante dénonçait depuis des mois les violences des clandestins et l'inaction des autorités. Il faut stopper l'immigration, estime le président du Conseil européen Donald Tusk. Surréaliste, Angela Merkel propose d'aller chercher les migrants directement dans les camps de réfugiés turcs. Madame, Monsieur, bonsoir. Un scrutin historique pour le Front National, un désaveu pour les socialistes et une petite victoire pour les Républicains et leurs alliés centristes. C'est le tableau qui se dessine pour le premier tour des élections régionales. Sondage, projection et coup bas, notre enquête sur le scrutin de dimanche. Un premier tour bleu marine, c'est le scénario des dernières enquêtes d'opinion. En tête des sondages dans 6 régions, le parti de Marine Le Pen est quasiment assuré d'être le premier parti de France en termes de nombre de votes au soir du 6 décembre. Derrière le Front National, les Républicains sont attendus en tête dans 5 régions et le Parti Socialiste dans seulement une, dans son bastion breton. Ces projections sont évidemment à prendre avec des pincettes. En effet, les instituts de sondage se trompent fréquemment et 4 territoires n'ont pas été pris en compte, la Corse et l'Outre-mer avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, des territoires où la gauche peut l'emporter et qui permettront au gouvernement socialiste de relativiser le vote massif pour les candidats de droite et du Front National sur le continent. En tête au premier tour dans 6 régions, le Front National ne pourra en revanche pas espérer gagner plus de 5 régions dans le meilleur des cas. Si le Nord-Pas-de-Calais et la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les meilleures chances du parti frontiste, les surprises pourraient aussi venir de l'Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne et de Bourgogne-Franche-Comté ou même de Normandie. La région de Louis Alliot, le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ne semble en revanche pas être prenable. Le report de voix et les alliances au second tour devraient en effet profiter aux candidats socialistes. Si une victoire des droites paraît inéluctable, elle pourrait être toute relative au second tour. Les Républicains de Nicolas Sarkozy verront 2 à 3 de leur région dirigées par des centristes de l'UDI et les socialistes devraient s'en sortir avec au minimum 5 régions. Un bilan bien moins catastrophique pour les socialistes que celui de la droite à l'époque où elle était au pouvoir. Quant aux plus petites formations politiques, leur score devrait être amputé de quelques points, les attentats de novembre favorisant un vote dit utile pour les 3 grands partis. Des attentats qui pourraient peut-être endiguer la poussée de l'abstentionnisme longtemps annoncé comme record. Les scores étant assez serrés, selon les sondages, l'entre-deux tours pourrait être déterminant. De la même manière, la campagne de rediabolisation du Front National exercée tout au long de la semaine pourrait aussi peser dans la balance. Depuis 5 jours, une véritable cabale s'abat sur le parti patriote. La presse nationale et régionale s'est notamment mise en première ligne pour contrer les candidats du Front National. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, y est allé de son petit couplet pour discréditer le programme économique du Front National sur des questions qui pourtant ne concernent pas les conseils régionaux comme la monnaie ou le salaire minimum. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.